Bonjour ou même bonsoir à tous. Merci d'être présents sur ce dernier talk pour conclure cette première journée. Donc on va parler de data science, et pas en Python, mais en Kotlin. Euh, je me présente rapidement, je suis Florian Bernard, je suis CTO chez Open Airlines. Rapidement, chez Open Airlines, on développe une solution logicielle pour les compagnies aériennes pour les aider à réduire leur consommation de carburant. Et donc, on fait pas mal de data science, puisqu'on analyse leurs données post-vol pour calculer tout un tas de métriques. Mais on fait ça en Python parce que l'environnement Python, c'est vraiment l'environnement privilégié pour faire de la data science. Moi, je viens plutôt du monde Java. Et quand j'ai vu qu'il émergeait des solutions pour faire de la data science en Kotlin, ben j'ai essayé et j'ai trouvé ça pas mal. Et donc, c'est ce que j'ai voulu vous partager aujourd'hui. Donc il y aura quelques slides, il y aura beaucoup de code, mais beaucoup de visualisation. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc pour faire de la data science, on va avoir besoin d'un environnement d'exécution. Donc on va utiliser ce qu'on appelle des notebooks. Pour ceux qui viennent du monde Python, c'est quelque chose qui doit vous être familier. Donc c'est un environnement interactif pour exécuter du code. Donc c'est un fichier dans lequel on va pouvoir taper du code, l'exécuter, avoir un retour, donc un affichage, un display, n'importe. Et on va pouvoir itérer, modifier son code, réappliquer jusqu'à ce que l'affichage nous convienne. Donc les notebooks, il y a une solution qui existe déjà dans le monde Python qui s'appelle Jupyter Notebook. Donc c'est une application de type web dans lequel on va pouvoir démarrer donc il y a un serveur, un browser. On va pouvoir créer des notebooks, créer du code et l'exécuter. Et donc ce qui a été créé, c'est que il y a un module qui permet maintenant de faire du Kotlin dans ces notebooks. Donc du coup, c'est intégré directement avec l'environnement Kotlin, mais du coup un peu plus loin, parce que c'est Kotlin et JVM. Donc tout ce qui est Java, on va pouvoir l'exécuter aussi dans ces notebooks-là. Donc c'est supporté sur les Jupyter Notebook, forcément. Donc ça, c'est un outil qui est gratuit que vous pouvez installer facilement via Docker ou en lançant un serveur. Mais c'est supporté aussi sur IntelliJ, directement intégré, donc que sur la version Ultimate. Ceux qui ont la Community Edition, vous ne l'aurez pas, ou pas encore. Et Datalore, qui est l'outil un peu de data science de JetBrains également. Et donc les notebooks aussi, ça permet de partager facilement du code, puisqu'on a tout dans un fichier, et je peux avoir mes bouts de code, mes visualisations, et le partager à un collègue, à une communauté, n'importe. Rapidement, ça c'est le schéma d'archi que j'ai trouvé sur Jupyter. Je ne l'ai pas retouché. Donc en fait, ça marche avec un serveur qui va communiquer avec le notebook file, donc en lecture-écriture. Et au fur et à mesure qu'on va écrire du code, le code il va être en fait transmis à un kernel. Donc si on est dans du Python, ça sera un kernel Python. Et si c'est du Kotlin, dans un kernel Kotlin qui va exécuter ce code et renvoyer la réponse pour qu'on puisse l'afficher au browser. Donc on va regarder ça. On va commencer une petite démo sur les notebooks. Donc un notebook, alors j'ai des notebooks tout faits, hein, ça sera plus simple, mais en fait, par exemple dans IntelliJ, vous pouvez créer un notebook assez facilement. Donc si vous avez la version Ultimate, vous créez un nouveau notebook et vous avez une feuille vide. Et un notebook, ça se compose de plusieurs cellules dans lesquelles on va pouvoir mettre deux types de code. On peut mettre du Markdown. Donc ici, là, j'ai du code Markdown qui va me permettre de documenter mon notebook, d'afficher un peu de contexte, voilà, des informations. Donc ça, c'est bien, et c'est rendu directement sur mon notebook. Et ensuite, je vais pouvoir faire du code, et ça, c'est ce que je voulais faire. Donc l'exemple le plus simple, ici, donc j'ai un notebook Kotlin, donc je peux faire du Kotlin, et l'exemple le plus simple, c'est le fameux Hello World. Donc ici, je crée une variable greeting qui va juste contenir Hello Devox France. Et par convention, quand on met une variable dans la dernière ligne d'une cellule, elle va s'afficher. Donc la première exécution est toujours peut-être un peu lente parce que voilà. Et donc on a notre Hello Devox France. Donc c'est super. Déjà, j'ai un environnement pour exécuter du Kotlin. Donc je suis plutôt content. Les notebooks, on peut faire plusieurs types d'affichage. Donc là, on a vu, ça a affiché une chaîne de caractères, mais on peut faire du HTML. Donc pour faire du HTML, grâce justement au module Kotlin, on a un petit DSL qui me permet de juste dire HTML, mon code HTML que je veux afficher. Et je peux l'afficher assez facilement. Je peux aussi, il y a une
notion de contexte, c'est-à-dire, par exemple, ma variable d'avant greeting, je peux la réutiliser ici et l'afficher de la même façon dans mon HTML. Donc ça fonctionne. Je peux même afficher, si j'ai envie, des images. C'est une photo random, mais ça fonctionne. J'ai un autre type d'output. Le use, je l'expliquerai un peu plus tard, mais ça c'est pour les plus scientifiques d'entre vous. On peut directement afficher du LaTeX. Donc LaTeX, c'est un langage qui permet de faire plutôt de la documentation scientifique et aussi, par exemple, d'écrire des formules mathématiques. Donc si je l'exécute ici, je vais avoir une formule mathématique qui s'affiche ici. Et si vous ne l'avez pas reconnu, c'est la suite de Fibonacci. Ensuite, je peux aussi avoir des outputs de type image. Donc là, je peux utiliser le SDK Java, puisque je suis en Kotlin, mais je suis sur la JVM, donc j'ai accès à l'écosystème Java également. Donc je peux construire un objet buffered image, donc là par exemple de 300 par 100, et je vais m'amuser ici à colorier un rectangle en noir et à écrire en vert Hello Devoxx. À peu près centré, si mes calculs sont bons, et comme tout à l'heure, je mets ma variable image en dernière ligne de ma cellule, et normalement tout va bien, j'ai affiché mon image. Donc ça c'est pas mal, j'ai vu comment je pouvais mettre du code, récupérer mes sorties, et donc maintenant on peut faire un exemple un peu, on va pouvoir faire un exemple un peu plus concret, mais avant les dépendances. Donc les dépendances, je suis sur Kotlin Java, mais souvent quand je code, j'ai besoin de dépendances de librairies externes pour me faciliter la vie. Et donc je vais avoir plusieurs moyens de rajouter des dépendances directement. Je peux utiliser la directive use qui va me permettre de précharger des dépendances prédéfinies, mais après je peux télécharger ou charger n'importe quelle dépendance Maven en utilisant soit le file depend_zone, soit le use ici, qui va me permettre de loader n'importe quelle librairie disponible sur les repos Maven. Et donc avec tout ça, j'ai un exemple un peu plus complet, en fait, où on va juste aller scraper le site de Devoxx France, la vue calendrier, et on va afficher la liste des talks sous forme de table. Puisque la vue calendrier, si on va la voir, elle est comme ça, et moi ça ne me convient pas, je préfère avoir une liste de tous les talks. Et donc comme on est en Kotlin, on va essayer de structurer un minimum ça pour que le code soit à peu près élégant. Donc là, je récupère une dépendance qui s'appelle JSoup. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une librairie qui permet de scraper du HTML, vraiment de lire le DOM et d'aller chercher des éléments dans le DOM HTML. Donc je vous passe les détails. Et ici, je vais avoir une petite classe, une data class, donc c'est l'équivalent d'un record en Java 11 ou 17, je ne sais plus, qui va contenir plusieurs éléments, donc une liste de speakers, un jour, une date, une heure de session et un nom de session. Donc j'ai juste 4 éléments. Et j'ai une petite fonction qui va juste me permettre d'afficher un talk sous forme de ligne pour un tableau HTML. Donc voilà, j'ai modélisé un peu ce que je voulais récupérer. Et ensuite, j'ai une petite fonction qui va me permettre d'aller chercher les talks, justement. Donc là, je vais utiliser JSoup, je vais me connecter au site de Devoxx, je vais passer quand même le nom du jour en paramètre. Je vais récupérer ici le schedule, donc ça va être mon DOM HTML, et dans laquelle je vais venir sélectionner, donc là c'est un peu comme du CSS Selector, je vais venir chercher tous les articles qui ont la classe CFP Session, et pour chaque article, je vais faire un map, et je vais construire mon objet talk. Donc je vais récupérer mes speakers dans la div qui va bien, mon slot dans l'attribut de l'élément qui va bien, et mon session name. Donc ici, et mon map, il va retourner un talk. Du coup, ma fonction, elle va retourner directement une liste de talk. Et ensuite, j'ai mon paramètre. J'appelle ma fonction talk, donc je reçois tous mes talks. Et ici, je viens construire mon petit tableau HTML avec le DSL qu'on a vu tout à l'heure. Donc j'ai HTML, un petit titre, et je prépare mon tableau. Et ici, dans le corps de mon tableau, mais je vais juste pour chaque talk, appeler ma fonction toTableRow pour construire mes éléments. Donc voilà, on va dire, voilà, il y a une quarantaine de lignes de code, allez, peut-être 50. Et donc j'exécute ça. Et là, on voit,
Oh, effet démo. On va reprendre, je vais rezoomer. C'est bon, il n'a pas planté. Et donc là, j'ai bien récupéré sous une liste HTML assez basique, hein, parce que je ne suis pas spécialisé dans le front, mais on voit qu'elle s'affiche bien et que j'ai tous mes schedules d'aujourd'hui. Je peux m'amuser à changer, à prendre le schedule de demain. Pour voir si ça marche. Ça marche, il y a même les emojis, c'est super. Et du coup, j'ai mon schedule pour demain dans une vue, dans une autre vue. Et j'ai fait ça assez rapidement, en quelques lignes de code et de manière interactive. Donc, je vais revenir sur la presse. Hop. Donc là, on a vu, on a vraiment une exécution un moteur d'exécution, enfin un environnement d'exécution complet. On peut ajouter des dépendances, on peut afficher des choses. Donc ça, c'est bien. Mais là, pour l'instant, je ne traite pas beaucoup de données. Donc on va intégrer deux autres librairies qui viennent un peu avec ce package Kotlin Notebook. Donc il va y avoir Kotlin Data Frame. Donc ça, c'est une librairie qui va être spécialisée dans la manipulation de données structurées en mémoire dans la JVM. Donc pareil, qui va nous permettre de mettre des données, on va dire des tableaux de données dans des objets et avoir un DSL pour les manipuler. Mais on va quand même avoir un typage statique pour chaque colonne, ça c'est bien, et on va pouvoir faire une manipulation dynamique grâce au DSL et à l'interactivité du notebook. Donc c'est compatible avec plusieurs formats, on peut charger des data frames depuis plusieurs formats, du CSV, du JSON, du Arrow, et bien d'autres. Et c'est inspiré, pour ceux qui viennent du monde Python, de la librairie Pandas, qui fait ça très bien et qui est assez populaire dans le monde Python. Et ensuite, on a une deuxième librairie qui va être plus sur l'affichage, qui s'appelle Candy. Candy, ça va nous permettre de créer des graphiques en Kotlin grâce à un DSL assez simple. C'est complètement intégré aussi avec DataFrame, et on va pouvoir dessiner des graphiques en fonction des données qu'on a. Donc il se repose sur deux moteurs, Let's Plot et eChart, qui sont des librairies de visualisation de données. Et Candy va pouvoir aussi va nous permettre aussi d'exporter ces graphiques dans plusieurs formats, à savoir en images, en HTML, en SVG, etc. Donc démo numéro 2. Donc on va commencer juste par un data frame. Qu'est-ce que c'est un data frame? Si je résume, c'est presque un fichier CSV en fait. On a des colonnes et des lignes. Donc là, je vais en créer un manuellement. Donc j'utilise ma librairie DataFrame et ma librairie Candy, et je vais créer un DataFrame manuellement. Donc j'utilise le DSL DataFrame off, et ici je vais mettre mes colonnes et mes listes de valeurs qui correspondent à chaque colonne. Je me suis basé sur un vieux papier qui sont les efficacités énergétiques des langages, et j'en ai récupéré quelques-unes. Et donc j'ai mes langages, donc le C, le Rust, le C++ et l'efficacité énergétique. Sachant que le plus bas, je crois que c'est tous comparé au C, qui est à un score de 1. Et ensuite, on a différentes valeurs pour les différents langages. Et donc là, je crée mon data frame et j'affiche mon data frame dans la dernière ligne de mon notebook. Alors, hop. Donc on voit que j'ai pas une vue classique, et ça c'est la librairie qui le fournit. J'ai une vue un peu plus sympa où je vais pouvoir faire de la pagination, du tri directement dans mon data frame. Et donc je retrouve bien mes colonnes, langage, efficacité, telles que je les avais décrits. Et ensuite, on peut aller un peu plus loin du coup. Grâce au langage de manipulation, je peux récupérer mon data frame, faire un petit sort by, donc je vais trier par efficacité énergétique. Donc ça, c'est vraiment Kotlin Data Frame qui permet ce DSL. Et ensuite, je vais pouvoir faire un point plot. Donc ça va me permettre, c'est une extension fournie par Candy, qui va me permettre de dessiner un graphe par rapport à ces données. Et donc là, je décide de faire un bar chart, avec en axe des X le nom des langages, et en axe des Y l'efficacité énergétique. Et donc là, j'ai mon chart qui apparaît. Et on voit quand même que Python consomme 76 fois plus que le C.
Après, je peux retoucher un peu mon graphe. Je vous passe un peu les détails, mais je peux, voilà, le tooltip, par exemple, il prend des entiers, donc il arrondit tout. Donc je peux modifier un peu le format de mes tooltips ou de mon chart et avoir voilà, vraiment les deux valeurs et les virgules si je le souhaite. Donc je peux customiser mon chart assez facilement avec le DSL. Donc maintenant qu'on a ça, là c'est bien, on a 4 valeurs. Donc c'est chouette, mais on va prendre un exemple un peu plus concret. Pour rester dans le thème de l'énergie, du coup j'ai trouvé des sources de données open data qui regroupent la consommation en gaz et en électricité par type d'industrie en France de 2011 à 2021. Donc ça c'est des données qui sont disponibles sur data.gouv.fr. Et donc on va avoir une URL ici, donc c'est un fichier CSV. Et on va dire à DataFrame, tiens, va lire ce CSV, je te donne l'URL et je te donne le délimiteur. En France, on utilise le point-virgule, mais c'est plutôt la virgule qui est standard. Donc là, on le précise, mais par défaut, normalement, c'est de la virgule. Et je vais afficher mon DataFrame. On va attendre un peu, ça va me laisser le temps de boire. Et donc là, on voit bien que j'ai récupéré l'ensemble de mes données. Donc j'ai des opérateurs, les années, la filière, donc la filière c'est gaz ou électricité, des données sur le secteur, les différents secteurs, le code 9, bon, j'en passe, je passe sur les détails, mais voilà, j'ai bien récupéré et j'ai 18 000 lignes. Donc là j'ai déjà un peu plus de données que mes 4 pauvres valeurs de tout à l'heure. Donc je vais pouvoir un peu regarder ce qu'on peut faire avec. Donc là par exemple, je récupère mon data frame, je vais grouper par secteur et par filière. Et je vais faire une agrégation. Donc comme je vais grouper, je vais pouvoir faire une agrégation, un peu comme on le fait en SQL. Je vais faire la somme de la consommation. Et dans la somme de la consommation, dans une nouvelle colonne qui s'appelle conso-somme. Voilà. Et donc là, j'ai mon nouveau dataset. Donc ça me renvoie à un nouveau dataset qui va être... donc j'ai manipulé un peu les données. Et une fois que je suis satisfait, je vais pouvoir venir, pareil, faire des graphes avec. Donc je peux utiliser aussi un plot grid. Donc ça va me permettre d'afficher plusieurs graphes sur la même sortie. Et donc je vais faire une liste de graphes. Et donc je vais prendre le dataset. Je vais filtrer sur la filière électricité. Et je vais faire cette fois-ci un pie chart qui va afficher la conso par secteur. Et quelques autres trucs pour que le graphe s'affiche correctement. Et je vais faire la même chose, donc dans ma liste, le deuxième élément, je vais faire pareil avec le gaz. Et donc là, j'ai mes deux graphes, donc j'ai pu, en quelques lignes de code, voilà, analyser les données, des données structurées que j'ai récupérées publiquement. Et donc là, on peut voir par exemple que depuis 10 ans, la somme sur 10 ans de consommation, c'est plutôt les résidentiels en termes d'électricité. Alors les couleurs ne sont pas les mêmes, je crois, mais c'est plutôt l'industrie sur le secteur du gaz qui consomme le plus. Et du coup, on peut aussi voilà, faire une autre type de visualisation qui pourrait être intéressante avec ces données. On pourrait grouper par année et par énergie et suivre l'évolution des consommations. Donc ici, on va utiliser toujours le même data frame. Je n'avais pas rezoomé, je crois. On va grouper par année et par filière. On va faire toujours la somme de la consommation. Cette fois-ci dans la colonne conso, je l'ai gardé comme ça. Et on va dessiner un graphe de type line, donc ça va être des lignes, avec en X les années et en Y la conso, et on va avoir deux lignes et on va les colorier par filière. Et donc rapidement, j'ai mon petit graphe et je peux voir l'évolution sur les 10 dernières années de la conso de gaz et d'électricité en France. Avec sûrement un petit drop en 2020, peut-être dû au Covid. Je reviens à la présentation. Et donc ça c'est bien, mais moi je veux encore traiter plus de données. Donc là je vais introduire deux autres éléments dans la stack que j'utilise. Je vais introduire DuckDB. Donc DuckDB, rapidement, c'est une base de données open source qui est embarquée, relationnelle et qui est spécialisée dans les traitements analytiques. Elle a la particularité pour avoir quasiment zéro dépendance, elle est écrite en C++ et elle a une faible empreinte mémoire. Ça supporte le SQL, c'est
ACID, et ça contient un moteur très efficace pour justement les charges de données, les charges de travaux analytiques. Ça permet de faire du stockage soit en mémoire, soit dans un fichier. C'est un peu comme SQLite, si vous connaissez SQLite, mais en mieux. Et ensuite, on va utiliser Apache Arrow. Apache Arrow, pour faire rapidement, c'est un format de données de représentation en mémoire qui va permettre d'échanger des données entre plusieurs processus, mais de manière très efficace. Ça permet de faire ce qu'on appelle de l'échange de données zéro copie, c'est-à-dire par exemple un programme Python va produire une donnée en Apache Arrow et je vais pouvoir la lire directement en Java et m'abstraire de copies ou de parsing. C'est vraiment un format avec des spécifications et après il y a les implémentations pour tous les gros langages connus, C++, Java, Python, Rust, Go, j'en passe. Donc je vais pas revenir en détail sur ces choses-là. Mais en gros, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. C'est-à-dire on va utiliser DuckDB en tant que vraiment interface dans laquelle on va pouvoir pousser beaucoup de données. Dans ce cas-là, on va utiliser le stockage sur fichier. On va lui donner plein de données à DuckDB, il va les stocker dans ses fichiers. Et après, dans mon notebook, je vais me connecter avec l'interface JDBC, donc qui est l'interface pour communiquer avec des bases de données. Donc je vais faire des requêtes SQL et je vais récupérer mes résultats dans le format Arrow, parce que c'est assez efficace. Je vais pouvoir parser mes résultats et les monter dans des data frames, et après les exploiter pour visualiser des données. Et donc c'est la troisième démo. Hop. Donc là, j'ai déjà un fichier DuckDB où j'ai déjà importé les données. Ça serait peut-être un peu long pour le fichier, il est là. On peut rapidement aller le voir. C'est un fichier qui fait 9 Go et en fait dans lequel j'ai mis... alors j'ai un notebook pour charger les données. Tout le code après il est disponible sur GitHub, hein, je vous le partagerai à la fin. Donc j'ai récupéré les trajets de taxi new-yorkais, les Yellow Taxi, sur 5 ans je crois. Et donc ça représente 9 gigas de données et environ 400 millions de lignes dans la base de données. J'ai aussi intégré, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous montrer, mais les données météo de New York pour 5 ans. Et donc maintenant on est prêt là pour faire ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc pour faire ça, je vais avoir besoin de certaines dépendances. Alors, ce que je vais utiliser, ce n'est pas encore disponible dans la version des data frames, donc je suis obligé d'utiliser une version encore en dev, mais elle fonctionne. Je vais avoir une autre dépendance sur Arrow et ma dépendance sur DuckDB. Ici, c'est vraiment des variables pour gérer l'URL de ma base de données, donc l'URL JDBC qui va pointer sur un fichier, le fichier que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, je vais l'exécuter pour initialiser tout ça. Et ensuite, du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est charger le driver DuckDB. Et après, comme je suis en Kotlin, je peux faire une petite fonction d'extension sur l'objet statement JDBC, l'objet Java, où je vais lui rajouter une méthode et faire un execute query for data frame, et dans lequel je vais exécuter, je vais récupérer depuis mon statement, je vais faire un execute query pour récupérer un DuckDB result. Et en fait, DuckDB va me permettre d'exploiter directement le résultat de la requête dans un stream Arrow. Je vous passe un peu les détails, mais en gros, je vais récupérer un Arrow Reader que je vais pouvoir utiliser avec mon DSL data frame pour récupérer directement mon résultat dans un data frame. Donc c'est ma petite fonction d'extension. Donc je charge mon driver et je crée ma fonction d'extension pour que ça fonctionne. Et donc ensuite, une fois que tout est prêt, je vais pouvoir faire des requêtes SQL. Donc là, par exemple, aller requêter ma table dans laquelle j'ai chargé mes données de taxi. Donc là, j'ai fait un limite 500, juste pour vous montrer. Donc là, je vais récupérer, tel que je le ferai en JDBC classique, une connexion sur DuckDB. Je vais créer mon statement, et comme j'ai mon extension, je vais pouvoir faire execute for data frame, donc lui passer ma query et récupérer directement mon data frame taxi. Donc le connexion close, pour ne pas laisser trop de connexions ouvertes, et afficher mon data frame taxi.
Donc là, on voit que bon, ça a été assez efficace, hein, ça a pris que 2 secondes, et j'ai récupéré 500 lignes parmi, donc là j'ai quand même 400 millions de lignes, hein, sur le dataset. Et donc j'ai voilà, la date de prise en charge, la date de dépôt, la distance, tout un tas de données, j'ai aussi le total amount, je crois, voilà, les frais, enfin le coût de la course. Et donc avec ça, ben, je vais pouvoir faire des requêtes SQL pour vraiment me servir de DuckDB et, et travailler sur des données, parce que je ne peux pas monter 9 gigas en RAM. Enfin, je pourrais peut-être, mais ça serait compliqué. Et je vais me servir de DuckDB vraiment d'interface pour aller chercher les données qui m'intéressent le plus et après les affiner avec DataFrame. Donc là, par exemple, je vais utiliser SQL, je vais sélectionner par année, par trimestre. Je vais faire une agrégation pour calculer le montant moyen qui a été payé et le nombre de trajets qui ont été effectués, donc par année, par trimestre. Donc simplement en SQL, et de la même manière, j'ouvre ma connexion, j'exécute ma query et je charge mes données dans mon data frame. Alors là, c'est un peu plus long parce que j'ai pas mis de where, hein. Donc là, on va chercher les 400 millions de lignes, on fait les sommes, etc. etc. Mais voilà, on voit quand même qu'en 14 secondes, il a réussi à s'en sortir. Et donc là, j'ai par année, par quarter, mon nombre de trajets et mon coût moyen de course. Et donc, de la même façon que tout à l'heure, je vais pouvoir faire deux graphiques pour afficher l'évolution du prix de la course et l'évolution du nombre de trajets. Et donc là, on peut analyser nos données assez facilement et on voit par exemple que là, on est sur le prix de la course, et qu'il a, depuis 5 ans, il a fait qu'augmenter avec une grosse augmentation là, ces dernières années. Et contrairement au nombre de courses, où on était dans les 30 millions à ce quarter-là, donc en 2017, quarter 2, et avec un gros drop ici, sûrement dû au Covid, et ça remonte un petit peu, mais c'est pas... Voilà, donc on voit qu'il y a une baisse. Et donc je suis capable d'analyser là beaucoup de données, donc on est parti quand même de 400 millions de lignes, en quelques lignes de code, de manière interactive, à afficher des graphiques qui vont me permettre de constater des choses, de faire parler mes données. On va faire un dernier exemple, parce que je n'aurai pas le temps de tout dérouler. On peut aussi joindre 2 datasets. Donc ça, c'est une fonctionnalité intéressante. On pourrait le faire en SQL, mais là, je voulais le montrer directement avec des datasets. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai aussi chargé les données de météo de New York. Et donc là, je vais faire une première requête qui va me donner donc c'est par semaine sur l'année 2023 la somme des précipitations par semaine. Donc je vais savoir s'il a plu cette semaine ou pas, beaucoup. Et je vais faire pareil avec les taxis. Donc je vais faire sur les semaines de l'année 2023, je vais récupérer, comme tout à l'heure, le nombre de courses qui a été fait chaque semaine de l'année 2023. Donc j'ouvre ma connexion, cette fois-ci je fais mes 2 requêtes, je récupère mes 2 data frames, et au lieu de faire par exemple mon join en SQL, je vais pouvoir prendre mon data frame qui provient de taxi, de le joindre directement avec le dataset, le data frame météo, sur la colonne week, puisque sur les deux requêtes, j'ai appelé la même, j'ai récupéré la semaine de la même manière, quasiment. Et donc je vais pouvoir du coup avoir donc un data frame plutôt simple qui va pour toutes les semaines de l'année 2023 avoir le nombre de trips, donc le nombre de voyages et les précipitations. Enfin, donc la somme des précipitations. Donc c'est en dixième de millimètre, je crois. Et donc je vais pouvoir afficher ça. Donc ici, j'ai affiché le nombre, donc un bar chart qui représente le nombre, la hauteur c'est le nombre, et la couleur, donc j'ai utilisé un gradient du light blue au bleu un peu plus foncé, en fonction de la précipitation. Donc voilà, en quelques lignes de code. Bon, j'ai pas trouvé de corrélation, j'espère en trouver, j'en ai pas trouvé, mais on peut voilà, afficher ce genre de graphique assez simplement et faire parler plusieurs sources de données. J'avais d'autres exemples, mais si vous voulez les voir, vous irez voir sur mon GitHub, parce que c'est l'heure de conclure. Donc conclusion, la data science en Kotlin, c'est possible.
On l'a vu, preuve en image, on a quand même analysé 400 millions de lignes avec presque, et affiché 5 ou 6 graphiques avec presque que 100 lignes de code. Kotlin apporte quand même pas mal de choses, j'ai pas pu tout montrer, mais sur le typage et le null safety, donc ça c'est propre au langage Kotlin, donc c'est des choses qu'on ne retrouve pas forcément en Python. On a un DSL simple et assez efficace, on l'a vu, voilà, on a de l'autocomplétion en plus, enfin surtout dans IntelliJ. Il faut faire attention que c'est des outils quand même en cours de développement, qui sont encore en cours de construction. Et donc tout ce que je vous ai montré, je vous l'ai montré dans IntelliJ, mais ça marche dans un notebook Jupyter classique. Et donc pour ça, vous pourrez aller voir, je vais vous afficher mon GitHub ensuite. On peut tout lancer dans un Docker, les notebooks que je vous ai montrés, et les faire tourner, sur n'importe quel environnement et modifier les notebooks via un browser. Donc merci d'être venu. Ici, vous avez le lien sur mon GitHub où il y a tous les notebooks. Il y a même un README avec un peu tout ce que je vous ai dit et la documentation. Et si vous voulez aussi me contacter ou regarder ce que je publie sur Twitter, ben vous avez mon Twitter ici. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bonne fin de conférence et bonne fin de journée. Merci.